Ravi de vous retrouver pour ce grand entretien, donc en compagnie d'Alexis Rosenfeld, qui conclut cette 10e édition du Luxembourg Sustainability Forum spécial biodiversité. Alexis Rosenfeld, bonjour. Bonjour. Alors, votre univers à vous, c'est l'eau. C'est l'océan, et ce, depuis déjà vos 8 ans. Cette passion pour la plongée vous a valu d'embarquer aux côtés du commandant Cousteau lors de sa dernière expédition à Madagascar, mais aussi d'assister à la découverte de vestiges anciens enfouis au fond des eaux, au large des côtes méditerranéennes, ou encore de vivre ce moment un peu inouï où l'épave de l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry a été retrouvée. En somme, vous plongez pour explorer les mystères de l'océan, mais aussi pour partager ses beautés. Vous êtes photographe de la mer et votre combat, aujourd'hui, c'est un combat avant tout environnemental. Vous souhaitez en effet donner à voir les fragilités, les vulnérabilités de ces écosystèmes. Et cette année d'ailleurs, la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO vous a confié une mission unique, donc le projet One Ocean, le grand témoignage sur l'océan. C'est un projet très ambitieux, on va en parler, s'étalant sur pas moins de 10 années quand même. Et si vous le voulez bien, avant, nous allons plonger dans votre monde quelques instants. Nous allons prendre quelques instants pour vous suivre dans les océans grâce à ces images dans l'exploration du Grand Bleu. Des images magnifiques, Alexis Rosenfeld. Au fond, qu'est-ce qui vous attire au fond des eaux? Au fond des eaux, c'est un petit mélange de ce qu'on a entendu au cours de cette journée. C'est de la passion, c'est de la fascination, et c'est surtout de l'exploration. C'est l'envie d'aller découvrir l'inconnu, en fait. Cette pénétration sous la mer, c'est cette magie de l'enfant qui va aller essayer de conquérir ses rêves. C'est ce qui se passe là, dans cet endroit ici, sur cette photo en particulier, là par exemple, sur cette zone des volcans sous-marins, dans l'archipel des îles éoliennes, où récemment a été découvert un site assez incroyable, où on a eu la chance d'accéder. Et
de plonger pendant quelques semaines et de découvrir ces formations dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, je crois. Alors vos photographies vont nous accompagner tout au long de cet entretien et vous allez pouvoir effectivement les commenter au fur et à mesure. L'océan est finalement présenté comme une ressource prodigieuse. Hein, on va le voir avec les prochaines images. Votre idée, c'est d'exposer la magie du vivant ? Mon idée, c'est de pouvoir transmettre, c'est-à-dire de pouvoir changer une considération aujourd'hui qui est malheureusement pas conscientisée par tous sur une destruction massive de ce poumon de la planète, et de pouvoir aider à une transformation positive. Alors l'idée, c'est d'essayer d'éliminer au maximum, on en aura un petit peu, mais d'éliminer au maximum toute cette partie anxiogène, et c'est pas bien, c'est pas bon, il faut pas, en disant regardez, c'est absolument génial. C'est absolument merveilleux. Ce sont des écosystèmes uniques. Ça nous fait respirer, ça nous donne à manger, ça nous gère le climat. Ça, voilà. Oui, donc c'est le parti pris finalement d'un narratif extrêmement positif face aux dangers qui guettent l'océan, de montrer... Pas extrêmement positif, il est positif parce que voilà, il s'y passe plein de choses positives. Donc il n'y a pas une transformation de l'esprit en disant non, je vais dire que c'est bien parce que c'est bien. Non, c'est pas ça. C'est aussi de montrer le vilain et le médiocre, de sensibiliser les gens là-dessus, mais de terminer, oui, par cette note positive, parce qu'on en a besoin et parce qu'on a vécu là tous quelques années un petit peu compliquées. Ce projet, on le prépare depuis longtemps et on est très content de pouvoir le démarrer au moment où tout se réouvre et où tout s'apaise en termes de conditions sanitaires et de possibilités de voyage, mais le beau, c'est pas mal, la fascination, la passion et le beau. Une contemplation, c'est un voyage esthétique au fond, et nous allons le voir finalement, c'est donc la richesse de la biodiversité qui est montrée. Alors sur les photos qui vont venir, voilà, celle-ci par exemple, on voit un écosystème riche et qui fonctionne à plein. C'est un écosystème dynamique et parfait. Expliquez-nous. Mais c'est une photo qui est assez récente en plus, donc c'est quelque chose qui existe encore. Et si ça n'existe plus, c'est possiblement transformable et ça peut revenir. Là, on est à Mayotte, dans le lagon de Mayotte, donc qui est un endroit qui est vraiment problématique parce que Mayotte, il y a une grosse population, il y a un problème de surpopulation lié aux migrants des Comores, un problème de régulation, donc un lagon qui est impacté, qui est un lagon absolument exceptionnel, et donc c'est comprendre que des équilibres entre cette humanité, la fréquentation, la surfréquentation, l'accès au tourisme, à la pêche, et malgré tout, on arrive à conserver, parce qu'une réserve marine protégée existe, est mise en place et surveillée, des écosystèmes comme cet écosystème corallien où on a des branchues, on a un banc de poissons dont je ne pourrais pas vous dire le nom parce que j'en sais strictement rien, je ne me rappelle plus, des poissons clowns, des algues. En fait, on a tout l'écosystème et on a la vie voilà, sous cette photographie qui marque cet instant et qui nous dit, voilà, regardez, ça existe et ça doit continuer. Alors n'oublions pas que dans votre travail, il y a toute la partie exploration. Donc vous allez chercher des choses rares et méconnues. Ici, on voit sur cette photo que vous approchez des volcans sous-marins. Expliquez-nous un petit peu cela. La partie première de ce projet, c'est la partie d'exploration. C'est-à-dire que l'exploration est la base de la science dans l'histoire de notre humanité. Les explorateurs
que ce soit Darwin, Franklin, Humboldt, ils ont tous été en fait en quête de connaissances et de rapporter. Je pense aussi au prince Albert Ier de Monaco, qui a été le premier océanographe. Ces gens ont été en fait chercher, collecter de la donnée. Et c'est cette donnée collectée qui permet aujourd'hui à la science en fait de comprendre et de fonctionner. Et voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu ces explorateurs et dire que notre collecte à nous, ça ne sera pas une collecte de prélèvements et d'échantillons, mais une collecte d'images. Ces images qui racontent le temps et qui racontent, par exemple, ici, cette histoire incroyable des volcans sous-marins. Volcans sous-marins qui représentent 80% de l'activité volcanique sur la planète. C'est pas rien, 80% de l'activité volcanique. 3/4 de la lave émise sous la mer. Et vous allez à quelle profondeur pour faire ces photographies? Ici, pas profond du tout, et Non. des fois très profond, jusqu'à 120, 130 mètres. Mais sur cette photo, c'est intéressant parce que c'est vraiment ce mélange de ce début de la vie, en fait. Et c'est bien de commencer un peu cet échange avec cette photographie. C'est ici que commence la vie. Ce gaz, qui est du sulfure d'hydrogène, qui va sortir, qui va rencontrer avec de la géothermie, de l'eau avec de l'oxygène. Et ça va être la naissance des premières bactéries. C'est à cet endroit-là, sous l'eau. C'est passionnant. Ce qui est particulièrement aussi intéressant dans votre travail, c'est que finalement, derrière la contemplation, l'exploration, il y a un vrai engagement. Vous êtes passé effectivement avec le VVF sur leur navire Esperanza. C'était pas le VVF, sur l'Esperanza, c'était Greenpeace. Sur Greenpeace, pardon, sur le navire Esperanza. Et là, vous avez eu une plongée absolument militante, en fait. Ouais, alors je rectifierai un petit peu. C'est pas militant, c'est partisan. C'est partisan. J'ai pas de message militant ou activiste. C'est simplement, je suis là pour m'engager à côté ou avec, en tant que partisan. Et sur cette histoire, sur l'Esperanza avec Greenpeace, c'était très intéressant parce que déjà, c'était la première fois que le CNRS, le Centre national de recherche scientifique en France, s'associait à une organisation telle que Greenpeace dans un but qui était un but de recherche. Nous allions caractériser avec une équipe de 6 ou 7 plongeurs le récif profond au large de l'Amazone, sous le panache de l'Amazone. Donc c'était des plongées très compliquées. On était à peu près à 300 km au large de l'embouchure du fleuve, qui est le plus grand, en tout cas le plus grand débit au monde. Et il existe une vie incroyable à 130 mètres sous la mer, une vie dans un monde qui s'appelle le monde mésophotique. C'est le monde entre la lumière et la nuit, entre les deux. Et on peut y trouver ces agglomérations d'échinodermes, ces crinoïdes qui sont des espèces quasi préhistoriques, des éponges, et d'y découvrir ce monde incroyable. Tous les petits points qu'on voit derrière, qui sont des particules, ça s'appelle la neige océanique. C'est ce qui tombe, c'est ce qui provient de la décomposition du plancton et de ce qui se passe en surface. Ça tombe et ça fait une neige un peu comme si on éclairait avec des phares la nuit. Ouais, c'est magnifique, hein. On est vraiment parti dans un monde quasi onirique. En tout cas, un monde que vous explorez, et j'ai cru entendre dire que certaines espèces avaient été découvertes à cette occasion. Alors sur cette mission, il y a eu beaucoup de prélèvements. L'idée, c'était de caractériser cet endroit, le comprendre pour le protéger. Voilà, l'exploration au service de la science. Donc il y a, je crois, entre 1500 et 2000 échantillons qui ont été remontés par les plongeurs, des échantillons d'eau et des échantillons d'espèces, d'individus comme ceci. Et dans ces échantillons, il y a au moins une espèce qui est une nouvelle espèce, qui est encore non caractérisée, qui n'a pas de nom et qui aura bientôt un nom. Bientôt baptisé. On vous le dira, mais on ne le connaît pas. Très bien. Donc c'est une espèce, c'est une ophure, qui est c'est la grande famille de ces échinodermes, les oursins, les étoiles de mer ou les concombres de mer. Et l'ophure, c'est une étoile de mer assez fine qui bouge dans tous les sens et assez dynamique.
Donc la part insondée de la biodiversité reste grande, reste quasi infinie. Oui, oui, il y a encore beaucoup. Ce qui est terrible, c'est qu'il semble dans l'espace de temps dans lequel nous vivons actuellement, nous arrivons à détruire des espèces que nous ne connaissons pas encore. C'est assez dramatique. Oui. Tout à fait, effectivement. Je reviens sur votre engagement, en fait, parce que c'est cet engagement qui vous a valu aussi cette nouvelle mission de l'UNESCO, à savoir ce projet qui s'étale donc sur 10 ans, comme on l'a dit, la mission One Ocean. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son objectif? Oui. L'UNESCO, les Nations Unies ont décidé de lancer un grand programme sur l'océan. C'est la décennie des sciences océaniques au service des aires marines protégées. L'UNESCO et sa commission océanographique intergouvernementale sont porteurs de ce projet. C'est un projet très ambitieux, c'est d'expliquer comment, pourquoi la science et l'océan sont essentiels pour l'humanité, d'en faire cette démonstration. Une partie est une partie très... Voilà, l'UNESCO parle avec les gouvernements, avec les ONG, et voilà, ils m'ont demandé, suite à des projets qu'on avait eu ensemble et qui avaient été extrêmement bien valorisés, de leur proposer de partir avec eux sur une nouvelle grande histoire. Et cette grande histoire, c'est One Ocean, le grand témoignage sur l'océan. C'est 10 ans d'exploration. 1000 photos. Voilà, 1000 photos, des portraits de personnalités, des documentaires, des reportages photographiques et surtout de l'exploration. L'idée, c'est aussi de pouvoir créer, c'est assez récent, c'est des discussions qui sont en cours, mais il y a une vraie dynamique de part et d'autre pour créer ça, une banque de données images qui serait un des patrimoines de ce projet et qui serait géré par, en tout cas au cœur de l'UNESCO. Un vrai travail de naturaliste. Oui, de naturaliste et d'exploration. Et par quelle région avez-vous choisi de commencer? Alors en fait, il fallait qu'on soit prêt au 1er janvier, donc on avait commencé un petit peu avant, avec ce travail sur les volcans qu'on a vu tout à l'heure, et cette zone c'est une photo qui est assez emblématique d'un endroit qui est unique au monde, qui est au nord de la Nouvelle-Calédonie, au cœur du parc naturel de la mer de Corail, qui est la 4e plus grande réserve au monde. Et cet endroit, l'archipel d'Entrecasteaux, est considéré comme l'endroit le plus vierge et le plus riche de la planète. Donc c'était peut-être bien de commencer par un trésor. Par ce trésor, ce coffre-fort de la biodiversité. Et là, on peut voir encore ces crinoïdes. Alors, ce pas les mêmes que tout à l'heure, qui sont sur des gorgones. Ça se déplace. Donc, on les a vus là un jour. Elles seront autre part le lendemain. Elles ouvrent leurs grands bras pour capter du plancton et de quoi manger. C'est un endroit qui est préservé par son éloignement. Encore préservé, mais vous montrez aussi effectivement les écosystèmes dans leur vulnérabilité. Et pourtant, la santé des océans, on le sait, est décisive. Les services écosystémiques qui rendent sont fondamentaux. Est-ce que vous pourriez qualifier notre dépendance à l'océan? On va être de plus en plus dépendant à l'océan, c'est sûr. Moi, je peux vous en parler avec mon regard de photographe, pas de scientifique parce que je ne le suis pas, mais juste en reprenant un écosystème comme celui-là, l'écosystème corallien. C'est un écosystème qui protège les côtes de l'érosion, ce qui est quand même assez essentiel. Donc plus de coraux, plus de barrières contre l'érosion, donc des migrations écologiques, on va dire. L'océan et le récif corallien, c'est 30% de la biodiversité de l'ensemble des océans. C'est une des plus grandes nurseries au monde. C'est les médicaments de demain, et déjà d'aujourd'hui, qui proviennent des récifs coralliens. Donc plus de récifs coralliens, et les anticancéreux, les antitumoraux, on ne les aura plus. Et c'est aussi un apport en protéines pour énormément de populations locales.
Donc c'est vraiment ces services rendus, ils sont d'une grande évidence. Et je pense qu'il faut, Et au niveau global, on rappelle quand même que les océans produisent donc 50% de l'oxygène qui s'agisse comme un puits de carbone essentiel, aux alentours de 20 à 30%, et capturent 90% de la chaleur additionnelle générée par les émissions. Donc c'est colossal. Si on prend un exemple, celui des baleines, on apprend qu'elles ont un rôle clé dans la fertilisation des espaces marins. Le FMI a chiffré même à 2 millions de dollars les services écosystémiques rendus par une grande baleine. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Je crois qu'il faut juste expliquer que tout le système est important. Donc c'est très bien, c'est génial de parler d'une baleine, de parler d'un dauphin, ce qu'on appelle nous dans notre jargon de communication, qui est très utile, ces espèces parapluies, qui vont nous permettre de parler d'autres sujets sous le gîte de cette belle baleine, mais ils sont tous importants. C'est du requin, voilà. Là, les baleines et cette histoire de cette publication du FMI, c'est simplement parce qu'on a compris que les baleines, dans leurs excréments, produisaient et aidaient à produire à dynamiser le phytoplancton. Donc en fait, c'est une chaîne qui est très vertueuse. La baleine mange du krill, qui est du macroplancton, du zooplancton. Et le zooplancton se nourrit de phytoplancton. Et la baleine aide à fertiliser ce phytoplancton. Donc c'est le phytoplancton qui se cache derrière la baleine et derrière le phytoplancton. C'est l'histoire du plus petit et du plus gros. C'est ça. Et l'été passé, c'était en Méditerranée, on a eu la chance j'ai eu la chance de participer à une mission du WWF qui étudie les baleines de Méditerranée, et on a pu observer, c'est la première fois qu'il y aura, je pense, une publication scientifique dans les mois qui viennent. On a placé des caméras et des balises sur le dos des baleines, et on a vu ces baleines s'alimenter à grande profondeur. Et ça n'avait jamais pour l'instant été observé, c'était vu en surface, et là pour la première fois, on a observé, on n'a rien découvert, on savait qu'elles mangeaient, mais là on a observé ce phénomène rare. Donc on précise quand même que sur cette histoire de phytoplancton, c'est l'absorption du carbone qui est en jeu. Et c'est l'absorption du carbone, et c'est surtout la production d'oxygène, c'est-à-dire que c'est les deux, l'un va pas sans l'autre. Oui, tout à fait. C'est 50% de l'oxygène respiré provient de l'océan et du phytoplancton. Alors pourtant, malheureusement, beaucoup d'espèces de baleines ont vu leur population décliner, et vous en avez été un grand témoin au premier moment. Un malheureux témoin, oui. C'est une histoire assez triste, c'est l'histoire de Fluker. Fluker, c'est une baleine de Méditerranée, c'est un rorqual commun. Normalement, une baleine, c'est pas du tout comme ça. Là, il lui reste la peau sur les os. Totalement amaigrie. Amaigrie. En fait, la triste histoire de Fluker, c'est que cette baleine était observée sur les pourtours de la Méditerranée. C'est une baleine qui suit le courant de Ligure. Et toutes les baleines suivent. Il y a une route, la route des baleines, de certaines baleines en tout cas. Et cette baleine était connue parce qu'il y avait la moitié de sa queue qui était tranchée. Donc elle a été reconnue depuis une dizaine d'années. Elle était très connue par cette, je dirais, particularité physique. Et malheureusement, elle a été prise il y a 2 ans dans un filet qui lui a fini de sectionner ce bout de queue qui lui restait. La baleine n'avait plus la capacité de plonger pour aller se nourrir, parce que ça ne se nourrit pas en Méditerranée en surface, ça se nourrit à partir de 60-80 mètres de profondeur. Donc elle ne s'est plus nourrie, et cette baleine est morte de faim. L'idée de me raconter ça, c'est pas du tout de faire du voyeurisme, c'est d'expliquer que la cause de mortalité première, non naturelle, de ces mammifères marins, en Méditerranée en tout cas, ce sont les collisions avec les navires. C'est une réalité. Et le travail qui est fait, toujours dans cette équipe de WWF,
que je suis depuis plusieurs années, c'est d'essayer d'imaginer un système. C'est là où la science rentre en jeu, où ce projet est intéressant à la fois pour raconter et pour aller chercher l'information. C'est comment éviter ces collisions avec les navires. Quelles seraient les solutions pour éviter les collisions avec ces navires? Donc le WWF en fait, a disposé des balises pour écouter les baleines. C'est écouter les baleines pour les sauver. Les baleines parlent et d'essayer de les repérer par un système de triangulation et d'envoyer un message au bateau pour leur dire attention, il y a une baleine là, changez de route, attention, il y a une baleine là, réduisez votre vitesse. Il y a toujours des Donc c'est un projet qui est en cours et qui est bien avancé. Très bien, et c'est vrai que je dois dire que cette photo est particulièrement touchante et c'est un peu votre rôle de grand témoin. Ça permet d'avoir une autre approche de l'effondrement de la biodiversité. C'est un sujet qu'on approche souvent de façon très abstraite à travers des chiffres, etc. Là, on fait face à finalement la souffrance des écosystèmes. Oui, la souffrance et surtout la disparition de certains écosystèmes. J'ai lu récemment un rapport, pour revenir dans les chiffres, mais il est très en lien. Il y avait des banquiers qui étaient là tout à l'heure. Et c'est un réassureur suisse qui s'appelle Swiss Re, je crois, qui est un des plus gros réassureurs, et qui explique que 60% du PIB mondial est dépendant de la sauvegarde de notre biodiversité. Donc c'est un truc assez récent, donc c'est je pense assez cohérent de comprendre qu'on peut tous fonctionner ensemble, nous, nos colocataires, requins, oui, alors là c'est intéressant, parce que vous parlez de l'extinction des espèces contre lesquelles vous luttez, et vous parlez du délit de sale gueule. C'est vrai qu'il a un sacré délit de sale gueule, le requin, il n'est pas aimé depuis ce triste film Les Dents de la Mer, je pense même avant, c'est un animal qui fait peur, mais qui est d'abord qui est essentiel, comme tout ce qu'on disait tout à l'heure, mais qui est essentiel, qui est en haut de la chaîne alimentaire. Le requin en haut de la chaîne alimentaire, c'est un grand nettoyeur. Il évite des surpopulations d'autres animaux en régulant. Donc le détruire comme on le fait aujourd'hui, parce que soit par des pêches par erreur, soit pour le finning, c'est-à-dire cette pêche pour l'aileron, pour aller alimenter les marchés chinois, c'est quelque chose de dramatique. Donc l'action de chacun aujourd'hui, c'est de pouvoir boycotter ce type de restaurants ou de les vente fameuses soupes aux ailerons de requin. Voilà, moi je plonge depuis quelques années et j'ai jamais eu d'incident avec les requins en ayant vu les plus gros requins de la planète. On parle d'une quarantaine d'attaques par an. Je pense que en se penchant un peu sur les morsures de chiens ou les moustiques, on sera beaucoup plus inquiet. Tout à fait. Alors parfois, certaines espèces, à l'inverse, deviennent trop nombreuses dans des écosystèmes qu'elles déséquilibrent. Et là, c'est le cas de cette photo que nous voyons. Oui. C'est un ptéroïs, c'est un poisson qui a une rascasse volante. Il ne faut pas le toucher. C'est extrêmement venimeux. C'est un des poissons ou un des venins les plus puissants qui est sur Terre. Et ce poisson, il a été importé par ce qu'on appelle une espèce envahissante. Et celui-là a été photographié dans les Caraïbes et il vient d'océan Indien. Et donc il fait partie de ces espèces qui ont été importées soit par mégarde, soit par les ballasts de bateaux qu'on vide et qu'on remplit pour équilibrer ces porte-containers et pour les stabiliser. Et donc ces poissons sont développés et sont absolument nocifs pour l'écosystème dans lequel il n'est pas du tout adapté. Donc le pendant de ça, c'est que ça a un impact sur l'économie, parce que si effectivement il détruit un écosystème, il va diminuer la possibilité de pêche et d'économie sur cette zone, et c'est ce qui se passe là-bas. Et l'idée là, c'est de trouver des solutions. Ces ptéroïs sont pêchés par les clubs locaux et par les gens qui les repèrent. Le développement est trop rapide semble-t-il, pour y arriver. Alors le bon côté, c'est qu'à manger, c'est exceptionnellement bon.
Bon, voilà, au moins, il y a des C'est ce côtés qu'ils essayent, en positifs. fait. C'est un peu le virage qu'ils essayent de prendre, c'est de détourner, en fait, d'empêcher énormément pour équilibrer l'écosystème Tout à fait, et oui. pour distribuer les ressources. Réguler l'écosystème. Alors cet effet un peu mondialisation, on le voit aussi sur la grande nacre en Méditerranée, qui est en voie de disparition. C'est le deuxième coquillage le plus grand au monde. Et donc, Oui, il y a le bénitier qui est beaucoup plus grand, ce célèbre bénitier là qu'on a tous vu enfant dans les dessins animés, qui a la perle cachée. Et le deuxième, c'est lui, il est en Méditerranée. C'est la grande nacre qui fait 1m20, 1m30, qui faisait 1m20, 1m30. Des nacres comme celle-là, il n'y en a plus. Je l'ai photographiée celle-ci en Corse il y a 3 ans, 4 ans. Depuis un protozoaire, c'est un peu comme un petit virus en fait qui est arrivé du Chili ou d'Afrique du Sud, toujours par ces ballasts de cargo ou de porte-containers ou de navires de commerce, est venu décimer ce grand coquillage. Et on est à la fin d'une espèce. On assiste à la disparition de cette espèce. Le CNRS et d'autres laboratoires essayent de créer un coffre-fort, un conservatoire. Donc ils ont prélevé quelques juvéniles qui survivent dans les lagunes parce qu'il y a des conditions physico-chimiques un peu différentes où les juvéniles de nacre survivent. Donc ils ont créé un conservatoire et essayé de trouver une solution pour peut-être un jour pouvoir réintroduire cette espèce endémique de Méditerranée. Alors on voit les facteurs, en fait, les principales menaces qui pèsent sur les écosystèmes. Sont variés, mais bon, vous avez cité la surpêche, la pollution, la surfréquentation touristique. Il y a le climat, évidemment. Et si l'on se penche et on s'arrête un petit peu sur le sujet des déchets et du plastique, des plastiques à usage unique, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez IMS, on a souvent ce chiffre, il revient, qui permet de se figurer les choses, l'équivalent d'un camion de plastique déversé chaque minute dans les océans. Donc effectivement, on voit des tentatives de nettoyage, mais vous dites c'est illusoire. Oui, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc juste cette photo, elle est emblématique, mais elle est vraie. Hein. Le dauphin a vraiment un bout de plastique sur la nageoire, mais en fait il jouait avec, il se le passait, bon voilà. Mais ça montre bien le côté désespérant du système. Donc pour revenir sur votre message sur le nettoyage, on sait qu'en fait seulement 1% ou 2% des déchets plastiques, que ce soit à usage unique ou non d'ailleurs, restent en surface ou au bord des côtes. Le reste, c'est au fond de la mer, on ne peut pas aller le chercher, on ne peut pas le ramasser, et l'envisager serait absolument ridicule. Donc on l'a vu là sur les tempêtes de la semaine dernière à Marseille, qui ont été absolument dramatiques, avec des quantités... je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de déchets dans une ville qui se sont retrouvés d'un coup en bord de mer sur la plage. On les retrouve au fond. Et quand c'est à 1000 mètres ou à 2000 mètres, on n'ira strictement rien chercher parce que l'impact carbone sera beaucoup plus important d'aller le chercher que la solution de ramasser ce plastique. Donc c'est dramatique. C'est quelque chose de dramatique. Et ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, je pense que peu de gens ont conscience de la quantité de plastique ou de microplastiques qui sont ingérés par jour ou par semaine. Donc en fait, c'est un suicide, notre histoire. Donc vous dites qu'il y a effectivement cette ingestion-là, donc elle a été retrouvée chez des mammifères marins dans une étude. Oui. Et les études ont aussi montré que nous, humains, nous avons du plastique. L'ensemble des prélèvements qui ont été faits en Méditerranée, sur les globicéphales ici, sur les baleines, sur les cachalots, 100% des espèces biopsiées sont polluées par le plastique. Oui, je disais. Dont acte.
Voilà. Y compris nous-mêmes. Désormais, on le sait aussi. Donc. Oui, y compris nous-mêmes. Mais aujourd'hui, la décision, c'est de prendre des vraies décisions de cette phrase avec laquelle nous avons terminé le petit teaser tout à l'heure. Nous avons tous un rôle à jouer. Le fait de nos actions, de ne pas acheter, nos choix citoyens sont importants. Tout à fait. Alors, vous avez évoqué la science à quelques reprises. Nous voyons sur cette photo que vous travaillez main dans la main avec les scientifiques. Vous êtes donc un maillon, en fait, de cette exploration scientifique. Concrètement, en 2018, vous avez collaboré avec la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO autour du projet Récifs coralliens, un enjeu pour l'humanité. Et donc, qu'est-ce que vous y avez trouvé ? C'était un grand tour du monde, en fait, de constats, d'initiatives positives, de compréhension et de raconter, c'était l'année internationale des récifs coralliens, et de raconter en fait ce qu'est un récif corallien, d'expliquer que c'est quand même le seul animal qu'on voit de l'espace, c'est pas rien. C'est un animal important, on le racontait tout à l'heure, c'est celui qui protège contre l'érosion, qui donne à manger à beaucoup de populations et qui est en grande modification. Le rapport qui est sorti ces jours-ci parle de 14% de la disparition des récifs coralliens. Et voilà. Et nous, on veut parler des solutions, qu'il y a plein de solutions possibles. La prochaine mission qui part dans quelques semaines pour One Ocean en Polynésie et pour essayer de comprendre en fait comment certains récifs sont capables de s'adapter à ce réchauffement climatique qui semble assez inévitable. Des stratégies d'adaptation du monde animal. Vous avez aussi des expériences tout à fait étonnantes sous l'eau avec les scientifiques, comme des expériences de serres agricoles sous-marines. C'est assez expérimental. C'est assez rigolo, c'est assez expérimental ça reste un peu un rêve d'enfant d'avoir fait ce reportage complètement utopique. C'est des Italiens, donc ça c'est en Méditerranée, c'est en Italie, qui ont imaginé créer des serres sous-marines en vue peut-être de cultiver dans des pays très arides où il n'est pas possible de le faire à terre. Et donc l'intérêt de ces serres, en tout cas le projet origine, c'est de dire on n'aura pas de pesticides, il n'y a pas d'arrosage, parce que c'est l'évaporation de l'eau à l'intérieur de ces demi-sphères qui permet d'arroser. Et ce sont des plongeurs cultivateurs qui iront chercher ces tomates, ce basilic ou je ne sais encore quels fruits ou légumes qui sont dans ces serres. Donc pour l'instant, c'est à un stade expérimental. Je pense que dans la réalité, l'impact carbone est bien plus important que le résultat qui en est fait, mais je pense sincèrement que sans projet, sans idée, sans envie, on ne peut arriver à rien et que leur projet est absolument fabuleux. Il faut explorer les solutions, il faut réfléchir, et c'est ce que se fait cette équipe de je ne sais plus comment il s'appelle, de Nemo Garden, voilà. Des nouveaux modèles de résilience alimentaire. On voit aussi que la science, elle explore sous l'eau. On pourrait citer, effectivement, comme vous aviez dit, la recherche médicamenteuse. Oui. Et donc, l'idée, c'est toujours d'aller plus loin, plus profond. Non, pas plus profond. Il n'y a pas de compétition dans notre monde. La compétition, elle est vite calmée par des incidents. Donc, c'est d'aller mieux comprendre et d'aller chercher autrement. Et de regarder autrement. Toujours regarder l'autre côté de la face de la pièce. On peut voir qu'une face à la fois. Donc ça, c'est un engin qui est un engin de haute technologie pour aller très profond. Mais on arrive aussi à trouver des choses dans quelques centimètres d'eau. On peut aller à 300 mètres avec ce newtsuit. L'idée, c'est d'adapter les moyens à nos envies, à nos besoins et aux besoins de transmission que nous avons, aux envies de transmission que nous avons.
Ouais. Je rappelle quand même que la conférence de Lisbonne dédiée à l'océan, qui va se tenir en 2022, a placé effectivement sa priorité sur l'innovation et la science. Donc un sujet à suivre. Donc finalement, pour en venir au but, quelles sont les actions et les décisions prioritaires que vous recommandez pour prendre soin de ces écosystèmes? Moi, je parlerais d'éducation, mais l'éducation au sens large, ce grand cercle vertueux. On parle des gouvernements, on parle des ONG, on parle des citoyens, on parle des entreprises, que tout le monde se parle. Tout le monde se parle. En fait, les solutions, on les a tous, on le sait aujourd'hui. On se retrouve tous une fois par an, deux fois par an, dans des grandes conventions, dans des grands comités, dans des grandes organisations pour redire et redécider ce qu'on avait fait l'année d'avant. Donc appliquons ce qu'on a fait l'année d'avant, ce qu'on a décidé l'année d'avant, et puis une fois qu'on l'aura appliqué, on pourra passer à la commission ou à la convention d'après. Et donc la prochaine étape, c'est la protection des océans, 30% des surfaces, c'est ça le... Oui, oui, mais on le sait depuis très longtemps. On sait très bien comment fonctionne une réserve, que on parlera de celle-là après parce que c'est intéressant. Mais on sait une réserve, c'est un peu une réserve, une aire marine protégée, c'est quelque chose d'extrêmement fonctionnel en termes d'économie et en termes de biodiversité et de ressources. C'est un peu une aire marine protégée, c'est un peu comme un placement financier. Si on ne touche pas cette réserve, on place 1 million d'euros qui a un rendement de 10% par an. Notre réserve, c'est notre placement financier, c'est l'analogie. Tout ce qui va sortir de la réserve, c'est le rendement, c'est ces 10%. Ces 10%, on peut les pêcher, on peut aller les manger, on peut les vendre, c'est l'économie locale. Dans la réserve, on peut venir observer, ça ne gêne pas. Si on commence à prélever et à détruire ce qu'il y a dans la réserve, on détruit le placement, le rendement il sera beaucoup moindre, il n'existera plus bientôt. Oui, tout à fait. Donc c'est le même langage en fait, c'est une histoire de rentabilité. C'est rentable extrêmement rentable d'avoir une réserve et de la protéger. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, en tant que grand témoin, justement, vous pouvez observer qu'une zone protégée, finalement, on peut y trouver des espèces que l'on pensait... Oui, celle-là, c'est vraiment l'exemple. C'est fait par hasard. C'est une photo qui est faite dans l'atoll de Huon, dans l'archipel d'Entrecasteaux, cette réserve qui est la réserve considérée comme la plus vierge et la plus riche au monde. Et en fait, quand j'ai montré cette photo à une scientifique de l'IRD à Nouméa, elle était surprise parce qu'elle ne connaissait pas ce serpent, ou elle n'avait jamais vu ce serpent de mer dans cet état-là. Parce que vers Nouméa, où elle l'observe régulièrement, eh bien, il n'a plus cette couleur. Il n'a plus sa couleur originelle, sa robe originelle. Il est noir parce que la pollution a impacté son métabolisme, sa mélatonine, et il est devenu noir. Et nous, on l'a retrouvé loin des hommes, avec sa robe naturelle. Donc ce qu'ils avaient vu, finalement, annoté dans des livres... Dans des livres des explorateurs de l'époque, Entrecasteaux, Beautemps-Beaupré, etc. Vous l'avez capturé à l'image. À l'image, c'est mon échantillon. Donc une espèce qui n'est pas disparue. Oui. C'est un message d'espoir. Mais carrément, c'en est un. Les coraux rouges, c'est aussi un message d'espoir. C'est la prochaine image, justement. Bon, celle-là, elle est surprenante parce que c'est ces coraux, avec ces coraux qu'on fabrique, ou qu'on fabriquait beaucoup de bijoux. C'est le corail rouge de Méditerranée, l'or rouge de Méditerranée, pour lesquels beaucoup de plongeurs, de corailleurs sont morts pour aller embellir ces colliers merveilleux et ces boucles d'oreilles. Ces coraux-là, ils poussent de 1 cm au plus par an. Voilà, on a des coraux qui ont connu je ne sais pas quel roi ou je ne sais pas quelle reine des siècles passés. Et ceux-là, ils sont conservés aussi dans une réserve, ce coffre-fort biologique, qui est la réserve naturelle de Scandola, en Corse. Le système de protection d'aires marines protégées, c'est un système efficace, efficient, et probablement le meilleur
système pour protéger notre biodiversité, qui est un des grands sujets de ce séminaire. Et donc Alexis Rosenfeld, vous repartez plonger ce week-end, j'ai entendu ça. Où allez-vous? Donc c'est une réserve là, une petite réserve qui est la réserve du Cap-Roux, et qui est, qui est vers Saint-Raphaël, dans le sud de la France. Et ce qui est intéressant, le travail qu'on veut faire, c'est un engagement des pêcheurs, parce qu'il n'y a pas en fait de pêcheurs contre des conservateurs, il y a des bons conservateurs et des bons pêcheurs. Et tout le monde peut vivre ensemble de manière vertueuse. Et cette réserve, en fait, du Cap-Roux, elle a été créée par ces pêcheurs. Et c'est ces pêcheurs qui ont compris ce dont on parlait tout à l'heure, cette économie liée à la réserve, ce spillover, ce débordement de nature, ce débordement de biodiversité, à partir du moment où les petits fonds sont protégés, où les nurseries permettent aux alevins de grandir, de devenir adultes, à ces adultes de se reproduire, parce que les zones de reproduction sont protégées. Ensuite, la nature fait bien les choses. À partir du moment où il n'y a plus assez d'espace, l'espèce sort, les espèces sortent, la biomasse s'en va, elle peut être pêchée à l'extérieur, et la réserve continue à vivre et à produire. Preuve que l'on peut réinventer des modèles économiques en respectant la biodiversité. Réinventer des modèles qui existent depuis bien longtemps et qu'on connaît. Oui. Vous s'inspirez, oui, des anciennes pratiques. Pour conclure, je vous ai demandé, question difficile en préparation de cet entretien, de choisir votre photo préférée. Donc, s'il n'y en avait qu'une à garder. Donc, j'en ai eu 3-4. J'en ai enlevé une. Je sais, j'ai bien vu la stratégie, mais on est resté sur une. C'est celle-là, c'est une vieille photo. C'est une photo que j'ai faite il y a 20 ans. C'est une photo d'un yin et d'un yang, un baiser sous l'eau, entre deux dauphins tachetés des Bahamas. Et il y a un facteur qui est important dans cette photo, c'était l'affût, parce qu'on a attendu pendant une semaine sans rien voir, sans rien avoir, et avoir juste la surface de l'eau en cherchant ces groupes de dauphins tachetés qui vivaient dans la zone, mais qui nous avaient bien fait défaut. Et j'ai eu le droit à 3 ou 4 minutes dans l'eau pour saisir cette photo qui pour moi est dingue. C'est une des photos les plus dingues que j'ai faites, parce que c'est une photo de la chance. Mais on ne peut pas compter que sur la chance. C'est magnifique, tout à fait inspirant. À nouveau, ce voyage esthétique. Merci Alexis Rosenfeld de donner ainsi à voir la magie des océans et des fonds marins, mais aussi à contribuer à dissiper ce grand aveuglement collectif devant l'effondrement de la biodiversité. Donc merci encore une fois. Merci à vous. Et nous concluons ce forum. Donc, je souhaite remercier l'ensemble des intervenants, du public sur place et online. Je vous invite à pouvoir effectivement visionner l'ensemble de ces sessions qui seront disponibles en replay. Je vous invite également à l'année prochaine pour notre prochain forum et suivez l'ensemble des activités IMS. Merci, bonne soirée.